On a prévu 2 temps justement ouverts, alors on va dire sur la jeunesse et la relève, on pourrait dire. Comment les professionnels qui sont aussi en formation voient les expositions et cette thématique de l'engagement. Du coup, on a un partenariat avec 2 masters. Le master expographie, muséographie d'Arras, qui va venir vous présenter une initiative qui a été montée par Serge Chaumier, alors elles vont nous en parler, qui s'appelle la plateforme des médiations muséales. Alors je ne sais pas où sont les étudiantes, voilà, elles peuvent venir, on va commencer par ça. Et puis ensuite, en guise de conclusion, ou peut-être d'amuse-bouche pour la suite, un regard décalé avec quelques étudiantes d'un autre master, qui est un master professionnel de Bordeaux, patrimoine musée, voilà, pour vous livrer le regard aussi de jeunes, d'étudiantes, parce que ce sont toutes des jeunes femmes, sur quelques expositions qu'elles ont pu découvrir et leur propre ressenti. Voilà, donc je passe la parole tout de suite. Je vous passe la parole tout de suite pour vous présenter le projet. Alors, bonjour à tous. Je vais nous présenter toutes les deux. Donc, je suis Laurence Amsalem, ancienne étudiante du master expographie muséographie d'Arras. Actuellement, je travaille au musée d'histoire de Marseille en tant que chargée de projet. Et Margot, qui nous a aidés aussi et qui remarque qu'il y a un problème sur le PowerPoint qui n'est pas qui est complètement décalé, mais c'est pas grave, on passera quand même les bonnes informations. Margot Louette, qui était aussi qui a fait partie en fait entièrement de ce projet de plateforme des médiations muséales pendant 1 an de master très intense et qui est actuellement médiatrice et passionnée de multimédia. Voilà, donc je vais revenir très rapidement sur le master et sur ce projet de plateforme. Donc, vous connaissez peut-être ce master qu'on appelle dans le jargon MEM, qui est piloté donc, par Serge Chaumier, mais aussi par Isabelle Roussel-Gillet. Et il s'avère que Serge a participé au débat autour du musée du XXIe siècle qui avait été piloté par Jacqueline Heidelman au ministère de la Culture. Et il est ressorti qu'il existait des outils qui répertorient les médiations, les projets innovants dans les musées, mais il n'y a pas vraiment d'outil national qui nous fédère tous, toute institution, mais aussi professionnels, passionnés, publics, autour notamment de la médiation. Et de là est né ce projet. Donc c'est vrai que c'est un site qui est contributif, qui est entièrement gratuit et qui est vraiment, voilà, qui part de ce manque qu'on avait voulu combler. On pense que c'est très important. C'est vrai qu'il y a eu une remarque sur le rôle des publics, des médiateurs. Voilà, c'est vrai que dans le projet de conception d'exposition, voilà, ils viennent toujours un peu après, malheureusement. On aimerait de plus en plus concevoir les expositions avec les équipes de médiation, avec les équipes de programmation culturelle, et on pense que cet outil pourrait vraiment être un atout pour cela. Donc, voilà, comme je le disais, c'est un outil qui est très varié, qui permet de valoriser en fait toutes ces médiations qui sont produites en institution et dont on n'a pas forcément la trace, qui permet d'effectuer des recherches autour de thèmes très variés. Par rapport aux personnes qui vont la consulter, c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants, entre autres. Peut-être que Margot, tu peux mettre le camembert qu'on a esquissé. Là, on voit au niveau des utilisateurs qu'il y a une grande partie d'étudiants, mais ce n'est pas forcément problématique. Pourquoi est-ce qu'on a autant d'étudiants? C'est
tout simplement parce que, à la base, nous avons été les principaux utilisateurs, qu'on a ce partenariat avec des études au Québec, à Paris, notamment l'université Sorbonne Nouvelle qui contribue aussi maintenant, et tout simplement aussi parce que nos masters sont itinérants, on visite énormément de structures et on peut faire une sorte de veille. Nous sommes les plus à même, en tant qu'anciens étudiants, de visiter ces structures. Et après, il y a quand même aussi beaucoup de musées de société et d'écomusées qui utilisent cette plateforme, notamment les services de médiation culturelle, mais aussi les services de communication. Voilà, peut-être que je passe la parole à Margot qui a expérimenté cette plateforme pendant 1 an après le master et qui continue à la promouvoir et à travailler dessus. Donc bonjour, donc en fait oui je vais reprendre un petit peu ici, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé un petit peu toute l'année pour roder un petit peu la plateforme avant qu'elle échoue dans les mains maintenant de nouvelles étudiantes du MEM. Et donc en effet j'ai pu essayer de voir un petit peu qui contribuait, qui participait à la plateforme. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'étudiants parce que tout simplement on a fait des partenariats avec différentes universités, donc forcément on a déjà les étudiantes du MEM, je dis les étudiantes parce qu'on est pratiquement que des femmes, qui contribuent énormément puisque c'est un travail qui est demandé lors du master d'aller proposer 10 médiations sur la plateforme. Et c'est assez intéressant parce que ça nous oblige aussi à sortir un petit peu de notre zone de confort, d'aller voir ailleurs tout ce qui se fait, de dialoguer aussi avec des professionnels du musée. Ça peut être aussi un petit peu donnant-donnant parce qu'on a aussi à faire des capsules vidéo. Et ces capsules vidéo qu'on met ensuite sur la plateforme pour promouvoir un projet d'exposition, parce qu'on pense aussi qu'un projet d'exposition, c'est un médium, c'est une médiation vers les publics, finalement. Donc ça peut être des projets d'exposition, des médiations ciblées, et qui vont être mis sur la plateforme par les étudiants. Alors on a eu des cas comme ça où certains musées ont voulu reprendre la main sur une médiation qui avait été postée par un étudiant, une étudiante. C'est également possible, donc voilà. Je vais passer sur la partie un petit peu technique de la plateforme de médiation muséale, c'est-à-dire comment se compose une fiche médiation. Alors j'ai pris le Quantum Arcana puisque je me suis dit que comme on était dans les murs du musée d'Aquitaine et que j'avais vu ça il y a 6-7 ans quand c'était sorti, j'avais trouvé ça génial. Donc je me suis dit que c'était un bon exemple. Donc en effet, on a le titre. On peut voir ici que ça a été publié justement par une étudiante du MEM de cette année. Il y a la description, donc la description qu'il est possible de gérer un petit peu comme on veut. Donc ici, c'est l'étudiante qui a repris un petit peu les mots, la façon de parler, voilà, de l'application sur le site internet. Maintenant, quand c'est au musée de mettre sa médiation, il y a possibilité d'adapter, de mettre un petit peu tout ce qu'on veut dans la description. Ici, j'ai mis qu'il y avait du contenu vidéo parce qu'il est possible de mettre du contenu vidéo, du contenu iconographique. Il est aussi possible de mettre des liens web supplémentaires, de mettre aussi des documents en téléchargement. Donc c'est assez intéressant. On part vraiment sur une médiation documentée. Donc ça veut dire que, comme le disait Laurence, on vise bien les publics professionnels des musées et lieux d'exposition. Pour une utilisation qui permette soit de s'inspirer d'une médiation, tout simplement parce qu'on est un petit peu en peine d'inspi, qu'on ne sait pas trop quoi faire. Ça permet vraiment de trouver de nouvelles idées ou tout simplement de voir, on a envie de faire quelque chose à destination des publics empêchés, éloigner la culture, c'est possible à travers tous ces champs thématiques et mots-clés qu'on peut ajouter. Ici, par exemple, voilà, on a le champ thématique histoire, le type de médiation, c'est le type d'action, si c'est plutôt un atelier, une animation, le type de public, la situation dans les murs, hors les murs, et tous les mots-clés qu'on peut ajouter par la suite. Et enfin, la localisation et l'année de lancement. Donc c'est un peu comme ça que se fait une fiche de médiation. On peut rencontrer un petit peu ça sur tout le site. Tu peux passer à la suite. Et donc là, j'ai mis quelques exemples de contributions par certains de nos partenaires. Par exemple, ici, on a le réseau des musées de Normandie qui a notamment
post-confinement, proposer une collecte dans le cadre d'une de ces nouvelles expositions. Donc c'est quelque chose qu'on a pu aussi relayer parce que ça fait aussi partie de la médiation, même si c'est une médiation à destination d'une collecte, ça reste une médiation. Donc il est possible de promouvoir ça sur la plateforme de médiation muséale. J'ai aussi pris d'autres exemples pour voir qu'on a une grande variété de lieux sur la plateforme, parce qu'on a aussi bien, on a vu tout à l'heure, des musées de société, des écomusées, que des musées d'art, que des associations, donc c'est assez varié, on n'est pas du tout fermé à la nouveauté. Voilà, pour rejoindre de la plateforme, c'est pas très très compliqué, et puis justement plus on a un éventail divers de musées et de lieux d'exposition, mieux c'est pour nous. Donc là, j'ai mis aussi un jeu qui avait été mis en place par le Musée de la Résistance et de la Déportation en hiver, un atelier résistante crée ton personnage de cartes à jouer. J'ai essayé de trouver des médiations que je considérais un petit peu personnellement comme engagées. Voilà. Là, en l'occurrence, qui a une référence assez féministe, c'est ce que j'avais compris de ce qui se faisait dans cette médiation, qui a été aussi mis en ligne par une étudiante du master. Et je voudrais revenir aussi un peu sur les contributions qui ont été faites quand on a sorti la plateforme en mars 2020, parce que évidemment ça a été en plein confinement, et en fait c'est là où on a eu vraiment beaucoup de publications, de contributions, et parmi lesquelles quelques exemples assez drôles. Donc Carambole et confinement au musée de Saint-Brieuc, qui a été mis en ligne par Marie, donc qui était aussi durant ma promotion étudiante au même. Ou bien une visite virtuelle sur Animal Crossing pour le muséum d'Angers. Donc j'ai voulu aussi montrer les différentes manières qu'on peut avoir. Et en plus, ce que je veux dire, c'est qu'on a une sorte aussi d'observatoire de la médiation. Maintenant, on peut voir aussi ce qui s'était fait. Quand on voit sur l'année de lancement que ça a été fait en 2020, quand on fonctionne des mots-clés, on peut mettre que c'était pendant le confinement. Ça nous permet aussi de voir un petit peu l'évolution de la médiation, de voir comment est-ce qu'on appréhende aujourd'hui la médiation. Comme je disais tout à l'heure, pour rejoindre la plateforme, c'est pas forcément très compliqué. Il suffit de se créer un compte contributeur qu'on va valider ensuite, d'ajouter l'institution si elle n'existe pas encore sur le site internet, mais il est fort probable qu'elle existe déjà. J'enlève des doublons tous les jours. Et puis ensuite, donc, d'ajouter de nouvelles médiations. Il n'y a pas de limite. On n'est pas là pour essayer de faire la police sur les médiations, sur les articles. Donc, chacun est libre de mettre ce qu'il veut. Voilà, nous, on fait juste attention à ce que ça reste dans les limites. Actuellement, on est à peu près à 146 contributeurs. Donc, ça représentait un petit peu le camembert que je montrais tout à l'heure avec Laurence. C'est assez varié, comme je vous le disais tout à l'heure. On est à 916 médiations, donc on approche tout doucement des 1000. On aimerait bien atteindre les 1000 avant la fin de l'année. Et donc on a 19 partenaires que je vais donner tout à l'heure, voilà, qui sont là. Donc des réseaux régionaux, voilà, des réseaux nationaux, internationaux, parmi lesquels on voit bien la FEMS. On est aussi présent un petit peu à l'étranger, puisque maintenant on a un partenariat avec la Société des musées du Québec, avec le MSW en Belgique. On a aussi pas mal de liens avec des formations. On est toujours ouvert à l'idée d'avoir des liens avec de nouvelles formations universitaires, parce que ça aide aussi à contribuer à la plateforme et à faire de nouveaux articles. Donc avec le Québec notamment, mais avec le séminaire de muséologie de Liège aussi, le master muséologie nouveaux médias de la Sorbonne. Donc on est bien entouré. Tu peux revenir sur celle d'avant. Et donc en fait, on a aussi de nouveaux projets qui vont arriver rapidement sur la plateforme. Ici, une exposition à Saint-Romain-en-Galles, faite par les étudiantes du MEM, qui s'appelle donc l'Odyssée des femmes, qui est donc dans un musée archéologique et qui lie littérature, archéologie, mythes. On a pris cet exemple-là parce qu'elle va bientôt être mise sur la plateforme de médiation muséale aussi. Et parce qu'on a pensé que c'était aussi une exposition engagée qui ressemble assez à ce qu'on fait finalement dans le même, et qui correspondait aussi assez au sujet de la FEMS de cette année. Merci voilà. Margot et Laurence. Donc, de ce que je comprends, c'est que du coup,
l'acceptation du terme médiation muséale est quand même très large. Vous intégrez également des projets d'exposition dans cette plateforme. Oui, c'est ça. En fait, on est projet d'exposition, médiation, on voit vraiment la médiation au sens large. Okay. J'ai une petite question dans la salle. Est-ce que certains d'entre vous, j'aimerais savoir justement, à titre indicatif, ceux qui utilisent, qui la connaissaient déjà, s'ils peuvent lever le doigt. Ouais. Donc c'est déjà un bon début. Voilà. Et puis ceux qui ne la connaissaient pas ou qui ne la pratiquaient pas, on voit qu'il y a deux possibilités, là aussi, deux niveaux d'engagement différents, soit la simple consultation, soit la contribution. En tout cas, merci de nous avoir présenté ce projet qui est aussi un signe de votre engagement. Je pense qu'on est aussi au cœur du sujet. C'est aussi à mettre en relation avec d'autres outils finalement collaboratifs qui existent et de voir aussi quelle est la complémentarité pour pas qu'on s'essouffle. Vous savez que concernant la FEMS, nous avons également un autre outil, une plateforme qui a été complètement renouvelée. On a mis, je me tourne vers Marjolaine et Léane que je remercie parce qu'elles y ont beaucoup travaillé. Il y avait une évolution technique qui était nécessaire, mais également une évolution, on pourrait dire, ergonomique. Et pour travailler sur la contribution, donc elle a été, on va dire, relancée, mise à jour au mois de mai. Donc il faudra bien qu'on veille à ne pas être redondant et qu'on soit vraiment dans la complémentarité. Et dans les projets nouveaux qui pourraient voir le jour là aussi prochainement, sur une autre idée là aussi de Serge Chaumier, il y a l'idée de travailler justement l'histoire de la muséologie, l'histoire des expositions dans les musées de société, puisqu'on échangeait avec Julie et Valérie qui ont fait un gros travail de documentation pour, on va dire, la conférence inaugurale, mais qui ont aussi parfois n'ont pas pu mener un travail complet, suffisamment approfondi, parce que les sources aussi ne sont pas forcément disponibles. Et donc ce travail-là serait aussi nécessaire, peut-être avec les archives personnelles des uns et des autres qui ont connu des expositions depuis les années 60, 70, 80, et dont on garde parfois la trace dans des ouvrages, des articles, mais pas forcément aujourd'hui de manière accessible sur le numérique. Et je pense que c'est là aussi utile pour... on a beaucoup parlé de ça pour penser l'héritage et se projeter, nous, dans la programmation des années à venir de nos propres lieux ou expositions. Merci à vous. Et puis, voilà, on va vous applaudir. Et du coup, en conclusion, je vais peut-être inviter, alors je pense qu'elles sont au fond de la salle, d'autres étudiantes. Alors, on voit que la relève, elle est très féminine. Quelques étudiantes d'un autre master, puisqu'on est à Bordeaux, donc master patrimoine et musée de l'université Bordeaux-Montaigne. Je ne sais pas si Florence, tu veux aussi nous rejoindre ou pas. Bon, sinon, on va voir. Donc, vous êtes toutes les trois donc, actives au sein d'une association qui s'appelle Archimus, qui a le but là aussi de promouvoir des actions de médiation et de mise en valeur du patrimoine. Dans le cadre de votre master patrimoine et musée ici à Bordeaux, et donc au titre de vos études, mais aussi au titre finalement de vos envies ou de vos goûts personnels. Vous visitez des expositions, vous êtes finalement nos premiers publics. Et on avait envie, un peu au débeauté et sans attendre une explicitation universitaire, de vous entendre aussi, vous, sur ce que vous percevez des propositions que nous faisons, nous, dans nos musées, ce que vous en attendez, et puis finalement, qu'est-ce que vous en retirez. Alors on s'est mis d'accord sur un petit fil directeur très très simple, qui est celui du registre des émotions. Et donc, en tirant ce fil, je vous laisse la parole en choisissant une émotion, une exposition, et ce que vous avez envie de nous en dire. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Ah oui, c'est bon, vous m'entendez. Donc, enchantée, je m'appelle Audrey. Moi, pour ma part, je vais choisir l'émotion, plutôt le ressenti oppressant
que j'ai pu ressentir lors d'une exposition au musée d'Aquitaine, donc qui a eu lieu il y a 3-4 ans. C'était une exposition sur le, sur le colonialisme, donc, qui a eu lieu ici. C'est une exposition temporaire et la première fois que j'y suis allée plusieurs fois. J'ai pu voir plusieurs pièces immersives qui m'ont un peu oppressée parce que, bien évidemment, c'est une histoire qu'on connaît tous. Bordeaux était colonialiste, mais qui m'ont beaucoup oppressée par les salles sombres avec beaucoup d'images et beaucoup d'informations. Et je ne m'y attendais pas du tout, même si ça restait très général. Pour le coup, les informations ne m'ont pas touchée. C'est plus l'ambiance qui m'a touchée, qui m'a peut-être empêchée, pour le coup, de pouvoir m'intéresser plus à l'historique et du coup au côté sociétal qu'a pu avoir le colonialisme à l'époque. Donc j'ai vraiment retenu cette ambiance-là et non pas les informations par rapport à la population de Bordeaux qui était quand même bien particulière à l'époque. Voilà. Et peut-être pour rebondir, je ne sais pas si vous avez entendu la manière dont on avait conclu avec Joël Lemarec la précédente table ronde. Justement, peut-être une exposition, c'est aussi une expérience, enfin c'est surtout une expérience de visite physique. Est-ce que voilà, cet élément, cette visite, vous l'avez prolongée par exemple par un approfondissement du sujet, vous y êtes revenu? Parce que c'est un peu ce qu'on disait finalement. La vision d'un sujet, l'exploration d'un sujet peut commencer par une exposition et se prolonger par plein d'autres choses. Oui, je suis d'accord. Pour le coup, j'y suis retournée après pour justement pouvoir m'instruire, parce que la première fois, ça m'a vraiment touchée, hein, parce que c'est quelque chose dont on entend parler, mais dont je n'ai pas fait face, personnellement, à l'époque et ni maintenant. Et j'y suis retournée 2-3 fois, parce que la première fois, je n'ai pas pu la terminer, tout simplement parce qu'il y avait énormément d'informations à prendre en compte, notamment l'ambiance. Et à la fin, j'ai pu, on va dire, la faire en entière, mais sans non plus tout prendre en compte. Donc effectivement, ça a commencé par une expérience pour ensuite être une source d'information. Donc exposition pour le terme global. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Je n'ai pas d'attente particulière, mais merci de ce retour sincère. Voilà, on continue. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Audrey également. Alors moi, concernant une émotion par rapport à une exposition, je dirais la surprise, parce qu'il y a un mois de ça, donc je me baladais dans les rues de Bordeaux et je suis tombée sur une exposition tout à fait au hasard. C'était à l'espace Saint-Rémy, donc ils étaient en train d'installer, j'ai vu du mouvement et j'ai voulu entrer. Et ils nous ont dit, on fait l'inauguration de l'exposition ce soir, donc si vous voulez venir, passez par là, on sera là. Donc le soir, on y est allé. Il était assez surpris de voir qu'on était venu, parce que je pense qu'il a dû dire, ils ont dit ça en l'air et ils vont pas venir. Donc on est venu. Et quand je suis entrée, donc déjà j'ai été surprise par l'espace, parce que c'était la première fois que j'entrais dans l'espace Saint-Rémy. Donc l'espace est déjà très beau. En plus, il y avait une ambiance lumineuse, scénographique, qui m'a vraiment, tout de suite, on va dire, accaparée dans la vision. Et donc forcément le monsieur était là, donc c'était une exposition La Route des Oubliés, donc sur l'immigration en France. Donc c'était 2 artistes, un peintre ainsi qu'un photographe, donc qui s'étaient alliés pour cette exposition. Donc ils étaient tous les 2 présents et au départ je ne voulais pas directement aller les voir, parce que quand je visite une exposition, en fait j'aime bien d'abord faire mon propre tour, on va dire, faire mon propre avis, ma propre découverte, et ensuite aller me renseigner davantage ou aller discuter avec les personnes si elles sont présentes. Et au final, dès que je suis entrée, donc j'ai été surprise parce que je ne savais pas de quel côté commencer l'exposition, tout simplement parce qu'il y avait donc des photos et des peintures donc qui étaient mélangées. Et quand j'ai commencé, je ne savais pas si je devais commencer à gauche ou à droite, parce que le but de l'exposition, c'était de montrer en fait la violence de l'immigration. Et quand on pense immigration, on pense la violence du départ du pays, mais en fait, il montrait plus la violence de l'arrivée en fait dans les pays d'accueil où l'intégration est difficile, les conditions de vie ne sont pas celles espérées. Donc en fait, j'étais tentée de commencer à droite parce qu'il y avait en fait des camps, vraiment la désolation qui était représentée. Donc je me suis dit, forcément, ça part. C'est en partant de leur pays où il y a la guerre, et en fait pas du tout. Et au final, je me suis mise à directement questionner au final l'artiste. Donc là, j'ai parlé au peintre seulement, et je lui ai dit
de quel côté commencer l'exposition? Est-ce que c'est un choix voulu Et en fait, il m'a dit non, c'est commencer à gauche. Et au final, j'ai commencé à parler avec lui alors que je voulais faire ça à la fin. Mais c'était très intéressant parce que du coup, c'est pas qu'il m'a donné des clés de lecture parce il était vraiment dans une démarche de, en fait, pour lui, voilà, l'exposition, ça cherche à questionner. Chacun doit se questionner. Et moi, c'est ce que j'aime dans une exposition, c'est me questionner, faire mon propre avis. Et du coup, donc, on a discuté de l'exposition. Je lui ai demandé voilà, comment il a monté cette exposition, qu'est-ce qu'il imaginait. Et ensuite, à partir de là, j'ai commencé cette exposition. Au final, c'était intéressant parce que ça m'a donné, pas des clés de lecture, mais au final, essayer de chercher en tout cas différentes lectures et de ne pas m'enfermer parce que j'aime bien en fait ouvrir au maximum mon esprit. Et c'était très intéressant parce qu'il n'y avait en fait que 2 textes au début de l'exposition et après c'était que des photos, que des peintures. Et en fait c'était à nous visiteurs d'aller chercher, tirer une histoire à ces photographies, à ces peintures. Donc en final on faisait chacun sa propre interprétation. Et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. En plus forcément ça faisait écho à l'actualité. Donc pour moi c'était vraiment une surprise cette exposition parce que je ne pensais pas pouvoir tirer autant de richesses par des simples peintures ou photographies. Voilà. Merci. Au-delà de la surprise, ce que je retiens aussi de ce que vous dites, c'est la déstabilisation. Enfin, c'est une forme de déstabilisation par rapport à l'idée aussi que vous faisiez d'un parcours construit, normé. C'est vrai que c'est aussi un sujet qu'on cherche souvent. Il y a une introduction, il y a un cheminement, il y a des séquences. On organise tout dans un programme et puis finalement, le visiteur parfois fait autre chose ou ne comprend pas, peut-être aussi parfois la logique. Voilà, cette déstabilisation, c'est un élément aussi parfois qui peut être aussi le moteur. Enfin, en tout cas, là, de ce que je comprends, c'est ce que souhaitaient aussi les artistes qui intervenaient. Ça a fait partie aussi des sujets qu'on a abordés au cours de ces 2 jours. La manière dont les propositions artistiques peuvent aussi nourrir les propositions dans nos musées de société. Merci à vous. Et puis, on va passer à la dernière de vos propositions. Bonjour. Je m'appelle Clémentine. L'émotion qui, pour le coup, a marqué les 2 expositions dont j'aimerais vous parler, ce serait la colère. Seulement, c'est un mot générique qui désigne beaucoup de choses. Vous allez être en colère, Audrey va être en colère. On emploie le même mot, mais ça va être pour des significations parfaitement différentes. Et là, il y a eu cette même émotion, mais générée par des biais bien différents, des biais scénographiques bien différents. Alors, c'était à Paris et la première se trouvait au Musée de l'Homme. C'était une exposition, petite exposition de Sebastião Salgado qui s'appelait Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, tout simplement. Ce mot-ci, on l'a toujours tous entendu dans nos écoles depuis qu'on est tout petit sur les bancs. Parfois même, elle est affichée dans la classe. Et là, on avait donc ce mot, mais qui d'un coup sonnait un peu comme une enveloppe vide face à toutes les images que Sebastião Salgado avait prises, qui se déroulaient pour la plupart au Mali. Il y avait également du photo de 95 au Rwanda. Et en ce sens, il y a une sorte de colère qui s'est construite à ce niveau-là, quand on se rend compte que au final, on a ce discours-là, on est inculqué par ce discours-là, mais au final, il se heurte à cette violence qui fut reprochée d'ailleurs à Sebastião Salgado. Il lui a été reproché de mettre en esthétique, et c'est un débat d'ailleurs, peut-on mettre en esthétique finalement une tragédie humaine? Est-ce qu'on peut penser à la structure d'une photographie quand il s'agit d'hommes qui sont en train de se faire... de corps d'hommes et de femmes en train de se faire déplacer d'un camp de réfugiés au Rwanda. Donc voilà, ça a été une première. Et la seconde, c'était la même journée, c'était au Palais de Tokyo. Et là, pour le coup, le choc ne s'est pas créé au travers d'un mot. Ça ne s'est pas passé par ce système-là. Mais c'était un duo d'artistes qui ont créé un dispositif. C'était un véritable parcours d'exposition, mais seulement c'était plus un piège qu'un parcours, parce que je me souviens, une fois qu'on était rentré dedans, c'était un peu comme si on rentrait dans une chambre stérilisée. Il y avait ces sortes de
petites choses translucides comme l'entrée des laboratoires. Et là, le visiteur était bloqué. On ne pouvait plus faire marche arrière. Et seulement, pour arriver au bout, il fallait passer par tout un tas d'images de prisonniers de guerre qui furent torturés par les militaires américains. Et ce qui était surprenant, c'est que là il n'y avait plus aucun contexte. Hein. Il n'y avait plus de mots. On savait brièvement le duo d'artistes. On savait qu'est-ce qui ciblait. Par contre, chaque photographie avait un mince cartel de 2 lignes. Mais sinon, c'était de la photographie en elle-même qui était imprimée sur du 1,50 m. Et puis, dès qu'on voulait fuir une image, parce que c'était vraiment des images extrêmement violentes, on se retrouvait confronté à une autre encore pire. Et tout le parcours, c'était ça. Et jusqu'à atteindre une sorte d'insoutenabilité du parcours. Donc voilà, donc une émotion, la colère, par 2 biais. Un, mais tout aussi violent finalement, un qui passe par la déconstruction de tout ce qu'on aura appris au travers de qui se heurte finalement à cette sorte de vérité-là. Et une autre, mais qui, elle, passe de suite par l'aspect sensible, immédiat, la présence même de l'image qui émerge une forme de violence inouïe. Voilà. Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion d'être choqués. On est tous plus ou moins choqués dans des expositions. Et il y a le bon choc, je dirais, qui nous donne beaucoup d'humilité, heureusement. C'est fait pour ça. Voilà. Merci à vous 3, en tout cas. C'est vrai que je ne vais pas faire la synthèse. Pardon. Bon, c'était pas facile parce que c'est un peu d'organisation au débeauté, mais je ne vais pas vous raconter les détails. Bon, en tout cas, ça nous paraissait important pour la FEMS aussi de s'ouvrir voilà, aux jeunes, la manière dont vous voyez, vous, en tant que futur professionnel, les expositions. J'aurais presque envie de vous demander, mais ça serait quoi votre exposition rêvée que vous auriez envie de faire sur les sujets voilà, qu'on a menés, mais ça nous emmènerait fort loin. Et puis surtout, on a bien vu au cours de ces 2 derniers jours que finalement, les choix de programmation sont bien sûr très étroitement reliés au projet des établissements, au territoire, à la nature des collections, aux habitants qui le composent. Et c'est une savante recette. Je retiens quelques mots de cette matinée, sans en faire la synthèse, mais je pense qui nécessiteront qu'on y revienne. D'ailleurs, on sera très preneur de vos retours, là aussi. Enthousiasme, critique, avec des propositions pour construire les prochaines rencontres. J'ai noté notamment que la question des publics, sans doute, méritera, et de la réception des expositions méritera d'être prolongée. C'est revenu à plusieurs reprises dans les questions et dans la manière dont on avait construit le programme. On ne l'avait pas forcément anglais sous cette approche. Et je repars, moi, avec du coup un certain nombre de phrases, et notamment Joël, alors je ne sais pas si elle est par là ou en partie, le fait d'aborder cette question des sujets sensibles. Alors je la cite parce que du coup elle a dit: en refusant des positions paternalistes, comme ne pas brusquer les publics, et en étant dans des approches assumées d'inquiétude maîtrisée. Donc moi, voilà, ça, je repars avec ces questionnements, enfin en tout cas ces affirmations, pour qu'on voit comment on les traite, et sur le fait qu'on attend du musée de l'exposition qu'il prenne part et qu'il fasse place. Donc 2 choses, et non qu'il sensibilise, alors que c'est un terme qu'on utilise hyper souvent, je crois, dans nos programmes, dans nos plaquettes institutionnelles. Voilà, donc je vais réfléchir. Et pour vous annoncer quelques bonnes nouvelles, sinon pour la suite, les collègues d'Arles étant... ils ne sont pas tous là, mais il y a quelques rescapés, parce que le musée a quelques petits problèmes depuis quelques jours. Il est fermé à cause de la foudre qui est tombée sur le musée le week-end dernier. Mais nous sommes heureux, avec la présence de Céline Salveta et d'Estelle Rouquette, je ne sais plus où elle est, mais elle était là aussi, elle a dû partir, de vous annoncer que les prochaines rencontres professionnelles, donc les 18e, je ne pense pas qu'on arrivera au 50e, on sera peut-être
pas tous là, comme le disait Jérôme Farigoul, mais se tiendront en Arles du 6 au 9 avril 2022. Donc prenez déjà date. On revient sur un calendrier qui est un calendrier, je ne vais pas dire normal, mais qui était celui de nos rencontres au printemps, puisqu'on a aussi la nécessité de tenir l'Assemblée générale de la FEMS à ce moment-là. Donc 6 au 9, et nous aurons une journée au musée Arlaten, en privilégiant là aussi des rencontres avec l'équipe, et puis avec la découverte des nouveaux espaces du musée, et puis au musée de la Camargue, qui a également été refait récemment, avec notamment des problématiques qui vont toucher à la déconstruction, qu'est-ce qu'on fait des unités écologiques par exemple, et on sera accompagné par une soirée grand témoin, je pense qu'il ne manquera pas de vous intéresser, avec un autre duo, Jean-Claude Duclos et Dominique Serena Allier, que certains d'entre vous connaissent sans doute très bien. Alors la thématique, on ne l'a pas encore complètement définie, mais on reste sur le sujet de l'exposition. On a envie d'explorer plusieurs problématiques, la relation au temps notamment, une exposition, qu'est-ce qu'une exposition ? Peut-elle être permanente, de référence, temporaire, combien de temps dure une exposition? Voilà un peu les sujets qu'on se pose. Et on a envie aussi d'explorer une jolie formule qui nous a été amenée par Julie. Alors, peut-être que je ne vais pas la dire dans le bon sens, mais c'était comment peut-on refaire sans défaire, ou peut-on refaire sans défaire? On peut la mettre dans les deux sens. Et je pense que ça posera aussi, pour un certain nombre d'entre vous qui n'ont pas toujours 100 000, 200 000, 300 000 euros pour faire des expositions, de voir comment aussi on peut faire évoluer nos expositions dans un cadre contraint. Voilà, c'est un peu pour l'instant les sujets qu'on brasse. Et si vous avez des idées, bien sûr, n'hésitez pas à les faire part à Marjolaine.